Bonjour à tous. Moi, je suis Carlos, je vais être l'animateur de cette table ronde. On va parler pour contribuer au jeu des autres. On a beaucoup de gens avec pas mal d'expérience ici, et donc je vais laisser à chacun de se présenter. On commence par Evelyne, en fait. Bonjour, mon nom est Evelyne. Désolée, je suis surexposée. C'est le matin ici au Québec et j'ai beaucoup de soleil qui arrive par la fenêtre. Je suis autrice de contenu de jeux de rôle. J'ai publié quelques zines que j'ai faites moi-même. Et le dernier que j'ai fait, c'est un zine qu'on a fait dans le cadre de ZineQuest 3. Et puis, c'est une aventure pour les jeux old school. J'ai fait ça avec ma partenaire Camilla. Et puis, j'ai tout illustré. Je fais de l'illustration beaucoup dans le milieu du jeu de rôle. Donc, j'illustre mes propres choses, mais j'illustre aussi des projets des autres personnes. Bon, Alexis, maintenant. Donc, Alexis, je suis derrière tout petit éditeur électrique gauche qui publie parfois des traductions de jeux anglais, parfois des jeux à moi, peut-être des jeux français d'autres gens. Voilà. Fabien, est-ce que tu peux te présenter? Ouais. Oui, bonjour, Fabien Clavel. Moi, je suis d'abord auteur de romans et j'ai commencé ma carrière en écrivant des romans dans l'univers de Néphilim. Et puis plus récemment, j'ai travaillé en adaptant un roman dans l'univers du jeu Les Héritiers. Et j'ai écrit aussi beaucoup pour le jeu Les Héritiers et quelques autres jeux de rôle comme ça. Mais c'est pas mon activité principale, c'est surtout les romans et je travaille aussi sur le jeu de rôle en plus. Ouais, et pour dernier, pas le moins important aussi, Angela. Bonjour, c'est Angela. Je fais surtout du design graphique, donc de la mise en page, mais aussi un peu d'illustration pour le jeu de rôle, de la traduction en amateur, donc associative, et j'écris aussi des petits jeux, mais vraiment à petite échelle que je mets sur Itch.io. Ouais. Donc, maintenant qu'on aura tous présenté, on va commencer. On peut voir qu'il y aura pas mal de jeux avec pas mal d'expériences différentes, aussi des parcours différents. Et le but là, c'est OK. On sait des gens qui créent ses propres jeux, mais quand on va participer ou essayer de contribuer à notre jeu, qu'est-ce qui normalement, c'est des choses qui vous contribuent en plus en fait, ou qu'est-ce qui vous cherche plus de contribuer, ou qu'est-ce qui est cette chose qui motive vous en fait à essayer de contribuer à un jeu qui est déjà lancé en fait. Evelyne, qu'est-ce qui te motive en fait? Moi, quand j'ai commencé dans le milieu du jeu de rôle, qu'est-ce qui m'a apporté dans la scène, c'est qu'il y avait beaucoup d'activités comme aujourd'hui, c'est des jams de jeux souvent sur Itch, mais à l'époque, c'était sur Google+, puis c'était juste des gens qui partaient comme genre un donjon, puis chacun écrivait une pièce. Donc, j'ai vraiment débuté en collaborant avec plein d'autres personnes, puis en faisant des projets communs. Donc, ça m'a vraiment donné le goût d'interagir avec d'autres personnes. J'adore voir ça, j'adore cette espèce d'échange d'idées. C'est vraiment comme nourrissant, puis c'est vraiment comme motivant pour continuer à créer. Puis ça crée aussi des liens interpersonnels plaisants avec d'autres personnes. J'ai eu beaucoup d'amitiés qui sont nées en contribuant au projet des autres. Ouais, donc quand on commence déjà avec cette idée de contribuer avec des autres, ça c'est vrai que ça peut aider. Donc Alexis, est-ce que tu as déjà en fait, c'est quoi en fait que normalement tu cherches à contribuer quand toi un projet qui s'atteint en fait? Alors moi, j'ai pas d'expérience de contribution de contenu créatif à d'autres jeux. Les contributions, c'est plutôt des traductions. Donc la recherche, c'est de mettre à disposition, notamment à ceux qui n'ont pas accès à la langue anglaise. Après, j'essaye, un des trucs que j'essaye de faire, c'est que ça présente aussi un intérêt de prendre la traduction pour les gens qui ont déjà lu le jeu en anglais, donc d'apporter quelque chose si possible, sans pour autant virer dans la tendance qui consiste à prendre un jeu de 20 pages et faire une boîte à 70 €.
Mais apporter quelque chose, donc pour Psyrun, le premier jeu que j'ai traduit, ça a été apporter un nouveau jeu d'illustration. Le jeu de départ étant pas super beau, super bien mis en page, c'était d'apporter quelque chose au niveau de la présentation. Et pour Twitter, la plus récente publication, c'était contacter des auteurs, donc pas moi, mais d'autres auteurs de la scène francophone, pour qu'ils contribuent à créer des nouvelles aventures, de mettre en relation les gens. Voilà. Ouais, et Fabien, c'est quoi qui t'a déjà en fait contribué avec des autres qui on sait déjà tes jeux, tes romans, mais quand tu as participé des autres jeux, c'est trop plus en fait. En fait, ce qui est chouette, c'est que moi, je me suis pour l'instant jamais lancé à écrire mon propre jeu de rôle, notamment parce que j'ai commencé juste en travaillant pour d'autres. Et le premier truc que ça m'a donné, moi, c'était plus d'assurance, en fait. C'est-à-dire, tu te coules dans un univers qui a déjà été créé, et du coup, tu sais que tu es encadré, qu'il y a des gens qui travaillent avec toi et tout. Et après, l'autre truc qui est génial, c'est que quand tu fais du jeu de rôle, c'est typiquement un jeu où on va coopérer tous ensemble. Et donc, ça me paraît très étrange, en fait, d'écrire du jeu de rôle tout seul dans mon coin, alors que c'est un jeu de partage. Donc, pour moi, ça va avec la création collective, cette idée de, voilà, on travaille tous ensemble pour essayer de faire quelque chose de bien. Et je trouve qu'il y a un côté très, très beau voilà, à aider quelqu'un, à participer, à apporter sa propre pierre à quelque chose qui a été lancé, quoi. Donc, c'est tout ça que ça m'a apporté, moi. Ouais, en fait, moi, ce contexte de partager avec les autres, ça rassure, comme tu as dit, aussi, ça fait comme les jeux de rôle, c'est une chose qui ont joué ensemble. Si on crée ensemble, on rapporte plus des choses en plus. Et j'imagine qu'Angela, comme tu as fait des arts et de mise en page, tu as pas mal déjà contribué à des jeux des autres, en fait. Oui, au niveau jeu de rôle, j'ai commencé à faire de la mise en page il y a 3 ans pour du jeu. Parce que comme je viens du design graphique, l'idée c'est de mettre en avant les créations des autres et de partir à avoir un texte et faire en sorte que des gens aient envie de le lire et ensuite de le jouer. Donc c'est ça qui me motive en fait, c'est de ajouter de la valeur visuelle. Et ouais, j'ai mis pas mal de jeux en page sur plein de thèmes différents. J'ai pas trop de préférence sur la mise en page. Après, c'est toujours intéressant d'essayer de trouver des nouvelles techniques, des nouveaux concepts graphiques en fait, de pas rester que sur les mêmes stéréotypes. Oui. Et en fait, quand en fait, on va contribuer au jeu des autres, normalement, on a un jeu qui était créé pour notre personne, c'était déjà une vision qu'ils avons. Est-ce qu'il y a qu'est-ce qui vous donne des peurs, en fait, d'échanger la vision de créateur? Est-ce que ça vous impacte un peu ou pas du tout? Cette fois-là, on va commencer à l'inverse, on commence avec Angela. Ouais, ça peut être difficile parfois, surtout que je mets beaucoup en page des traductions. Donc, je suis pas forcément en lien avec l'auteur. Mais j'essaye quand même de respecter l'esprit du jeu. Et quand je peux, je discute avec l'auteur pour savoir si ça lui convient. Je lui fais des propositions avant d'aller jusqu'au bout de ma mise en page. Et pareil, pour quand je fais des traductions, j'essaye de coller à l'esprit et de ne pas changer le sens qui a voulu être donné à l'article ou au jeu. Fabien, pour toi c'est un peu ce que disait Angela, c'est-à-dire que, à mon avis, quel que soit le point sur lequel on intervient sur le jeu, l'idée c'est quand même de mettre en valeur, soit au niveau de la facilité de lecture, de la beauté du jeu, mais aussi quand tu aimes un jeu, tu vas avoir envie de développer tel élément de l'univers parce que c'est cool et que tu as envie de jouer avec ça et que ça n'a pas encore été exploité à fond et que du coup, toi, tu vas le mettre en pleine lumière pour que tout le monde puisse s'éclater avec. Après, il y a l'autre idée, c'est l'idée un peu transmédia.
puisque c'est plus ce que j'ai fait, c'est-à-dire que voilà, ça existe en forme de jeu de rôle, et tu te dis, ce serait bien que des gens qui jouent pas forcément puissent en profiter aussi, et donc tu en fais un roman qui, toi, t'a plu parce que tu aimes cet univers, et tu as l'impression de le porter aussi à d'autres gens qui n'en auraient pas eu connaissance autrement. Et donc il y a ce plaisir-là aussi, vraiment, à la fois de mettre en valeur et de partager, et voilà, il y a un côté... je trouve qu'il y a toujours un côté un peu révolutionnaire de gens qui travaillent ensemble parce qu'ils ont envie de le faire et pour créer quelque chose de commun et en essayant de faire le mieux possible, sans que les gens se disent c'est moi qui ai fait ça, c'est moi le meilleur, c'est mon truc. Non, on a tous bossé ensemble, on est fiers de ce qu'on a fait et le plus important, c'est le résultat. Ouais, en fait, c'est qui, comme on a dit, on a pas mal de formes différentes de contribuer. On peut faire des traductions, on peut faire des mises en page, on peut faire des hacks aussi, parfois aussi, ou même des romans, comme tu dis, c'est assez intéressant. Et Alexis, comme normalement tu fais des traductions, est-ce qu'il y a quelque chose qui te donne un peu plus de peur quand tu vas faire une traduction d'un jeu qui c'est... Peut-être tu n'as pas un contact direct avec les créateurs Alors, si, comme mes camarades, le but c'est de mettre en valeur les jeux. Surtout, dans le cas d'une traduction, c'est que c'est un jeu quand même que je suis allé chercher, je suis allé contacter les auteurs pour le faire. Donc, le but c'est aussi que l'auteur, même s'il va pas forcément pouvoir valider la traduction, il parle peut-être pas français, c'est quand même qu'il soit content du résultat et notamment des ajouts ou des modifications qui sont faites, donc pour les illustrations, pour les aventures en plus. Idéalement, mon but, c'est que quand il fera un autre jeu, il me le propose à publier. Donc à chaque étape, je les envoie, j'envoie tout aux auteurs pour qu'ils valident, qu'ils confirment que ça leur plaît. L'auteur de Mouse Ritter a eu des traductions des aventures qui ont été publiées. Des fois, ça va au-delà de ce que les auteurs attendent, parce qu'en fait, des fois, j'ai pas de retour. Ils s'en fichent, ils sont contents que ça soit publié. Ouais, j'imagine que la traduction, c'est une chose qui c'est assez compliquée parfois. On fait de la traduction, les gens ne connaissent pas les français à la fin, et donc c'est vraiment compliqué d'échanger, de dire qu'est-ce qu'on peut changer, qu'est-ce qu'on peut améliorer un côté ou l'autre. J'imagine que c'est toujours un côté que c'est plus compliqué. Et pour toi, Evelyne, normalement, quand tu fais des contributions pour des autres jeux, est-ce qu'il y a quelque chose qui te donne plus de peur Ça dépend. Parfois, c'est pas arrivé que j'ai un souci au niveau de mes illustrations parce que j'ai un style très personnel. Puis des fois, je me sens comme... J'ai l'impression que les gens recherchent quelque chose de plus réaliste. Donc, des fois, ça peut me mettre un peu insécure, mais souvent, je me dis, là, c'est que si les gens m'ont approché pour prendre mes illustrations, c'est qu'ils cherchaient ça. Et puis, l'autre chose que j'ai contribué pour les jeux de légende, c'est que j'ai fait la lecture de sensibilité en français, sensitivity reading, pour genre les personnes trans. Et puis, je trouvais que c'était une grosse responsabilité. Ça me donnait l'impression d'avoir un poids sur mes épaules. Parfois, je trouvais ça plaisant, mais d'autres fois, je trouvais ça plus stressant. Donc, j'avais peur de faire des erreurs ou quelque chose. Fait que je trouvais que c'était une grosse responsabilité. Sinon, pour le reste, pour le contenu du jeu, c'est au niveau création du contenu de jeu, c'est rare que j'ai des peurs, là, c'est souvent plaisant et agréable. Ouais, c'est vrai qu'il y a toujours, quand on fait des créations, on va être passionné. Quelques artistes, on est passionné pour notre art, sinon on ne connaît pas. C'est vrai que ça met un peu de peur. Et en plus, les choses qui nous sont proches du cœur, c'est toujours des choses qu'on va avoir plus peur de ne pas être assez suffisamment bien. Mais en fait, normalement, c'est plus quand tu vas faire une contribution, c'est plus les gens qui te cherchent, ou c'est plus toi qui loues un jeu et toi aimer et toi essayer de contribuer à ces jeux-là. Comme ça passe en fait, comme tu commences à contribuer à un jeu qui est déjà dehors. Ça dépend, il y a différents... je suis beaucoup sur les réseaux sociaux, donc j'ai beaucoup de contacts avec beaucoup de personnes. Donc parfois, c'est des gens qui m'approchent pour faire des dessins de commission. Parfois, on m'approche aussi pour faire du contenu de jeu de rôle. Ça, j'aime ça aussi, puis ça fait changement des illustrations. Mais d'autres fois, c'est moi aussi que j'ai comme un crush
pour un jeu, puis j'approche l'auteur, puis des fois je fais comme des illustrations juste comme pour le plaisir, puis je les donne. Ça peut arriver aussi, mais je trouve que c'est aussi des fois comme je trouve que maintenant il y a des gens qui font du third-party content en anglais, comme supposons pour le jeu de rôle Mothership, il y a beaucoup de gens qui font des modules. Fait que tu peux prendre ton initiative par toi-même, toute seule, sans nécessairement approcher l'auteur, mais en créant quelque chose pour le jeu, tu contribues au jeu, puis tu contribues à le nourrir, puis à le garder actif, puis en vie dans la communauté. Ouais, comme on a de SRD et tout ça, les systèmes reference document, je crois que ça peut aider en fait. Est-ce que, Alexis, normalement, comme tu dis, tu contribues à les traductions, est-ce que c'est plus les auteurs en fait qui te cherchent, c'est plus un jeu qui t'aime bien et te dire, je veux que ça, on peut partager en français aussi, que les gens francophones pour bien consommer. Normalement, c'est comment qui commence. Alors c'est toujours moi qui contacte les auteurs et d'ailleurs c'est un problème entre guillemets récurrent dans le sens où je suis un tout petit éditeur, donc ça veut dire tirage, ça veut dire un marché pas très intéressant. Et pour l'instant j'ai publié 2 traductions, mais j'ai contacté des dizaines de gens. La plupart du temps j'ai pas de réponse. Donc il y a une démarche, j'ai eu de la chance il y a 6 ans de contacter en premier, quand je me lançais, de contacter Maggie Baker, qui est très abordable et qui a tout de suite reçu le projet très, très positivement, alors que j'avais rien à lui montrer pour prouver que je ferais du bon travail. Donc je pense que je serais tombé sur quelqu'un d'autre, je me serais peut-être jamais lancé en fait. Ah ouais, et donc en fait... C'est le plus difficile en fait pour moi de trouver des gens, de réussir à convaincre les auteurs ou juste d'avoir une réponse. Ouais, et normalement, quand tu fais la traduction et tu la lances sur quelle plateforme, ou c'est vraiment déjà pensé à faire une chose physique La première action, ça a été financé sur Ulule, donc un financement participatif. Et ensuite, j'ai fait ça directement. Enfin, maintenant, je fais des préventes parce que j'ai plus trop envie de faire des financements participatifs. Mais voilà. Ah ouais. Ouais, c'est vrai que parfois les financements participatifs, ça peut être stressant aussi. C'est toute notre technique à apprendre. Et pour toi, Fabien, normalement, c'est plus quelqu'un qui t'approche et dire je sais que tu écris des romans, est-ce que tu peux écrire des romans pour mon jeu? C'est plus toi qui aimes bien un jeu et tout. Moi, c'est un rapport très personnel pour le coup. Autant Nephilim, ça a été un petit peu un hasard parce que j'avais proposé quelque chose et on m'a dit est-ce que tu veux bosser sur Nephilim et j'ai dit oui. Autant pour Les Héritiers, c'est vraiment... j'ai découvert le jeu de rôle avec Les Héritiers parce qu'en fait je connaissais les auteurs. C'était Isabelle Perrier et Eric Paris. J'étais avec Isabelle en classe prépa en France. On était au lycée ensemble. Et c'est elle qui m'a fait découvrir le jeu de rôle. Et c'est comme ça que j'ai écrit mon premier roman, en fait. C'est-à-dire, j'ai joué à ce jeu de rôle dans l'univers des héritiers, et j'ai dit, mais c'est génial. Moi, si vous voulez, je vous en fais un roman. Et ils ont dit, OK. Et donc, je l'ai écrit, mais il a été publié 20 ans après, quand le jeu est finalement sorti. Et c'est pareil pour travailler sur les héritiers, c'est parce que, voilà, j'aimais beaucoup cet univers, par amitié pour Isabelle et tout, puis ça m'intéressait toujours. Et en plus, j'ai travaillé d'autant plus dessus que Isabelle a disparu en cours de route. Et donc, toutes les personnes qui étaient impliquées dans le projet, on s'est réunis, en gros, le jour de l'enterrement, en fait, parce qu'on était plein à ne pas se connaître, et on a décidé très vite de dire, mais on continue, on veut que le jeu sorte, ça fait 20 ans, enfin, pour certains, qu'on en entend parler. Il faut que ce jeu sorte. Donc, on a bossé plus que ce que moi j'avais prévu. Je ne pensais pas travailler autant sur les héritiers. Mais du coup, on s'y est mis à fond pour que le jeu sorte et tout. Donc là, il y avait vraiment un aspect très personnel et très intime. Ouais, je vois que c'est un parcours vraiment assez particulier. Et pour toi, Angela, j'imagine que pour les mises en page, c'est beaucoup de gens qui te rapprochent pour faire le travail. Mais pour la traduction, ça peut être un peu plus un mix. Je sais pas. Oui, en fait, je corresponds à toutes les situations. Ça dépend vraiment du projet.
Donc pour les mises en page, j'ai commencé par contacter en proposant mon aide. Justement, au début, ça a commencé comme ça pour le milieu du jeu de rôle. Et maintenant, c'est moi aussi qui cherche et qui sélectionne des jeux et qui les propose. Parce que je fais ça régulièrement, c'est pour un éditeur associatif via Tipeee. Donc c'est un contexte aussi assez particulier où il m'accorde une confiance suffisante pour que je propose des jeux et ensuite on sélectionne et je les mets en page une fois que c'est traduit, voire certains j'en ai traduit moi-même. En fait, ça dépend vraiment du projet. Il y en a où c'est moi qui me suis proposé et d'autres fois on est venu me voir en fait. Chaque projet est différent. Ouais, et j'imagine que comme ici on a beaucoup de parler, qu'on fait pas mal de traductions, est-ce que tu trouves que participer à des traductions, c'est plus difficile, plus différent à participer en mise en page est-ce qu'il y a une chose particulière de la traduction en fait pour les Français? En fait, comparé avec l'anglais, elle est beaucoup plus verbeuse, on a des mots beaucoup plus longs. Est-ce que ça aussi va impacter dans la mise en page ou est-ce qu'il y a quelques difficultés en plus pour les traductions en fait? Une fois que le jeu est traduit, par rapport à l'anglais, la langue française rajoute environ 20 à 25% de texte. Donc il faut prévoir soit plus de pages, soit une mise en page différente. Et quand il y a déjà une belle mise en page ou une mise en page qu'on veut garder, qu'on veut conserver, faut adapter. Donc ça peut être un format plus grand ou une police de caractère différente qui prend moins de place. Là, ça dépend vraiment. Et c'est vrai que les traductions, c'est pas juste on prend le texte et on le met dans la maquette d'origine. Il faut faire pas mal d'adaptations. Ouais, c'est ça. En fait, j'étais étonné que c'était 20-25%. C'est beaucoup quand même. Dans l'anglais, on a beaucoup de mots assez courts et d'expressions plus courtes que le français. Ouais, c'est vrai. Fabien, est-ce que tu as participé à quelques traductions aussi ou... Non, j'ai relu des traductions à un moment, c'était du texte français, c'était la correction du texte français. C'était un moment où Multisim faisait des traductions de manuels de jeux vidéo. Ils avaient fait notamment Diablo 2, que j'ai gardé après, parce que ça m'a servi, puisque j'y jouais aussi. Mais voilà, non, c'était vraiment du français. Moi, j'ai pas fait de traduction, j'ai pas de compétences là-dedans. Ouais, par contre, Alexis, comme tu dis, tu as fait ton but principal, normalement, quand tu vas faire des contributions, c'est avec des traductions. Et qu'est-ce qui, en fait, tu trouves que c'est un peu plus compliqué pour la traduction? Est-ce que tu penses déjà après comment ça va mettre la mise en page, essayer de garder la même taille, ou je ne sais pas, est-ce que tu sens qu'il y a quelque chose de... Ouais. Il y a eu justement un cas particulier qui est la publication de Mouse Ritter dans laquelle la mise en page est exactement la même qu'en VO. En fait, donc ça se base sur une première traduction faite par Gulix qui avait gardé le format et fait certains choix. Donc j'ai gardé la même page. C'est assez difficile parce qu'il faut faire tenir du coup le texte en français dans la même mise en page exactement. Ce qui mène à des choix particuliers de traduction. Par exemple, on tutoie le lecteur. En temps normal, j'aime pas trop, mais ça permet de gagner de la place. Donc ça a marché, je ferai d'autres problèmes. Voilà. Ouais. Sinon, je dirais que l'avantage du jeu de rôle, c'est que souvent, c'est une bonne partie du texte, ça va être des termes un peu techniques, pas forcément quelque chose de très littéraire. J'ai eu aussi à traduire pour un autre éditeur, mais c'est pas encore sorti, donc j'en parlerai pas. Des textes qui étaient plus difficiles, qui demandaient plus de travail, vraiment pour le coup d'écriture. Mais... Ouais, parce qu'en fait, la traduction du jeu de rôle, c'est pas seulement, comme on dit, on met à Google Translate, c'est bien. En fait, il y a aussi pas mal des mots techniques qui ont besoin de faire attention, qui utilisent les mêmes termes pendant toute la traduction, en fait. J'imagine que ça rapporte un peu plus de travail, non? Il faut une discipline, un lexique et s'y tenir.
Je pense que c'est plus dur quand on est plusieurs à traduire un même texte sur les grosses campagnes de Cthulhu. Ouais. Bah, c'est vrai. Et Evelyne, je ne sais pas si tu as déjà fait la traduction aussi. Moi aussi, j'imagine qu'on on fait de sensitivity reading, c'est aussi un peu pour voir cet aspect de texte aussi. Et donc, de cette façon, c'est aussi une forme d'édition. Est-ce que tu as déjà fait la traduction ou pas du tout, en fait? Non, non, j'ai jamais fait de traduction. Ouais, mais en fait, pour le sensitivity reading, je crois que aussi, c'est un peu dans le même contexte de travailler dans un texte d'un autre et de voir comme qui ça va être interprété, non? Ouais, c'est donc de regarder s'il y a des choses qui sont problématiques. Sinon, il y a aussi un autre aspect qui est parfois l'auteur veut plus de représentation. Donc, quand je fais le scientific reading, je vais pouvoir dire, ah, mais ici, tu pourrais inclure un personnage trans ou tu pourrais inclure dans ton exemple une joueuse au lieu de juste des joueurs. Donc, il y a aussi un côté suggestion. Puis il y a le côté vérification, voir s'il y a des choses qui sont problématiques ou s'il y a des mots qui sont vieillots, des mots qu'on pourrait changer le vocabulaire ou des choses comme ça. Donc, il y a plusieurs aspects. Ah ouais, en fait, ça semble beaucoup qu'il a beaucoup de partages, en fait, beaucoup vraiment des contributions à l'essence qu'on va voir les retours aussi de ce qui l'auteur, le créateur pense pour les côtés. Ça c'est intéressant, en fait. Ouais, ça, quand j'avais fait le sensitivity reading pour le scénario Pound of Flesh pour Mothership, c'était comme un gros scénario qui se passait sur une station spatiale. Puis, il y avait un personnage trans qui était comme une espèce de personnage un peu prédateur. Puis, j'ai demandé de changer. Puis, au lieu, c'était comme le chef de l'Union des travailleurs que j'ai suggéré qu'il soit trans. Puis, donc, l'auteur trouvait ça intéressant. On a fait les changements. Puis, ça a été vraiment plaisant parce que j'avais beaucoup d'interactions avec l'auteur. C'était le fun. Ouais, en fait, parce que j'imagine qu'il a toujours cette chose qu'on vaut, en toutes les contributions, en fait, qu'on vaut garder l'esprit du jeu qu'elle a, mais aussi de cette façon, comme on est à contribuer, on va aussi mettre un peu de nous dans le texte. Et donc, est-ce que tu ressens cette partage entre garder la vision originale de l'auteur, pas seulement dans le sensitivity reading, mais comme des contributions en général, cette côté de, ouais, je veux garder la vision originelle, mais aussi je veux mettre mon côté artistique aussi dans cette création, dans cette contribution. Ouais, c'est sûr que c'est plus stimulant, c'est plus intéressant quand je peux rajouter ma touche personnelle. Comme là, présentement, je travaille je suis dans l'équipe pour le Kickstarter d'un autre scénario pour Mothership qui se passe à l'intérieur d'une prison dans l'espace. Puis, donc, quand j'ai reçu le texte, je trouvais que c'était beaucoup dans, genre, de la violence, des personnages avec des armes à feu, puis des monstres. Donc, moi, avec mes illustrations, j'ai essayé de contribuer quelque chose de plus. Donc, j'ai essayé de souvent montrer des personnages qui s'entraident, comme des prisonniers qui s'aident ou des prisonniers puis un garde qui sont dos à dos pour se défendre contre les monstres, des choses comme ça. Fait que j'ai essayé d'ajouter comme quelque chose de plus, comme d'ajouter un peu d'humanité dans tout ça, au lieu de juste dessiner des gros gars avec des fusils. Fait que j'ai pu comme, avec mon illustration, j'ai l'impression que j'ai ajouté un autre niveau de lecture ou de sensibilité. Ouais, ça me semble intéressant, parce qu'en fait, avec l'illustration, beaucoup de fois, c'est le premier contact que beaucoup de gens vont avoir avec un jeu, avec un produit en général. Donc, j'aime bien ce contexte qui te dit d'essayer de donner un peu plus d'humanité aussi et changer un peu l'idée qu'ils ont à la base. Ouais. C'est vraiment stimulant quand j'ai quelque chose comme ça. Tandis que quand c'est juste une commande de dessin très, très précise, ou que vraiment l'auteur me donne tous les détails, là, ça vient plus comme une tâche à accomplir. C'est moins stimulant au niveau de la création. Ouais, j'imagine.
Par contre, quand on parle de traduction, Alexis, j'imagine qui pour contribuer à un projet, on arrive à peut-être mettre un peu de nous dans cette traduction ou c'est plus vraiment le contexte de rester dans la vision originale d'auteur? Non, j'essaye d'être transparent le plus possible. Je pense que si je mets quelque chose de moi, c'est uniquement dans les gens que je vais contacter pour ajouter des choses. Puisque comme Atlas le disait dans le chat, ça se fait beaucoup par contact, trouver des collaborations. Donc quand il s'agit de recruter des gens pour faire des scénarios en plus, pour faire des illustrations, du coup, dans mon choix, peut-être que j'oriente un peu la direction artistique du projet, mais en dehors de ça, j'essaie de rester. Moi, je n'ai pas d'intérêt à être là. En fait, je veux juste être un intermédiaire. Ouais, c'est un cas particulier, c'est vrai. Par contre, Fabien, j'imagine toi, tu ajoutes beaucoup des choses qui. Ouais, tu vas suivre l'idée originale, mais tu vas ajouter beaucoup de choses de toi-même, non? Il faut quand même essayer vraiment de se couler dans ce qui a été prévu et de ne pas trahir l'idée. Mais par exemple, dans Nephilim, c'est un jeu quand même ésotérique où il y a des secrets, où on va faire des quêtes très très longues pour découvrir quel complot est derrière telle vérité ésotérique et tout. Moi, c'est pas la partie qui m'intéressait le plus, donc j'ai plus centré sur ce que pouvaient éprouver des créatures magiques millénaires à s'incarner dans des êtres humains d'aujourd'hui. Donc trouver des situations où voilà, t'es une créature magique hyper puissante, tu fais de la magie de malade et tout, et tu te retrouves incarné dans un petit garçon de 12 ans, ou enfin de 8 ans, disons, et ses parents lui disent, bah, là tu vas ranger ta chambre et tu vas aller te coucher, parce qu'il est 8h30. Et oui, mais je suis une créature magique, mais non, tu vas te coucher, hein, sinon ça va mal se passer. Et du coup, c'est plutôt ces côtés comme ça que je trouvais plus marrant de développer et que j'essayais un peu sans trop trahir. Et puis il y avait un avantage technique à ça, c'est que comme c'est un jeu à secret, Nephilim, ça m'évitait de divulgacher des secrets dans mon roman. Ça permet d'appuyer sur un autre élément de l'univers, donc de le mettre en valeur, sans gâcher le plaisir des autres qui vont utiliser d'autres ressorts de ce même univers. Donc ça, c'était une possibilité. Je voulais revenir sur ce que tu disais aussi tout à l'heure, sur le rapport entre le dessin, enfin l'illustration et le texte. Moi, je suis plutôt en général dans les romans pour la jeunesse. On commence en général par le texte. Et donc l'illustrateur est plutôt à mon service, en tout cas au service du texte. Mais ce qui est marrant, ce que j'aime bien, moi, c'est justement quand il y a des problèmes de mise en page qui se posent et que du coup, c'est beaucoup plus long souvent de modifier l'illustration. Et dans ces cas-là, c'est moi qui me mets au service de l'illustration en modifiant mon texte pour que tout rentre ensemble. Et moi, j'aime bien ces moments-là aussi, au lieu de dire oui, non, je ne changerai pas une virgule, c'est rigolo en disant ah bah tiens, son illustration, elle est bien. Du coup, je vais essayer de m'adapter pour que tout le bouquin fonctionne. Et j'avais une anecdote aussi comme ça, c'est un des romans que j'avais écrit. J'avais eu une illustration de Guillaume Sorel, qui est donc un auteur de BD assez reconnu. Et par contre, il avait représenté une scène qui n'existait pas dans le roman. Et moi, je la trouvais super. Je me suis dit, c'est dommage. Du coup, j'ai réécrit un chapitre au moment des corrections du roman pour intégrer cette scène dans l'histoire. Parce que je me suis dit, comme ça, au moins, ça pète. Et puis, il a vraiment apporté finalement, encore plus que la couverture, il a apporté des éléments à l'intérieur de l'histoire. Ah ouais, en fait, là, on voit vraiment cette contexte de création en partage qui. J'imaginais pas qui parfois tu avais passé à réécrire les textes pour aussi intégrer meilleur avec l'art. Oui. Ça c'est assez intéressant. Et Angela, pour toi, normalement, quand tu vas faire une chose, comme qu'en fait, c'est récent d'ajouter ton toque personnel en fait dans la contribution. C'est de mise en page, de la traduction ou quoi en plus en fait? Par exemple, en mise en page, là en ce moment, je suis en train de mettre en page et développer des schémas pour un jeu de rôle qui était très lourd. Donc c'est Blood Red Sands. C'est un jeu qui est compétitif, qui est violent, c'est
vraiment pas le genre de jeu auquel je joue d'habitude, mais le système m'avait intéressé, donc je me suis proposée pour faire la mise en page et pour développer, en fait, pour écrire des résumés des différentes étapes de jeu, parce que c'est vraiment un jeu procédural où il faut lancer les dés d'une certaine façon, enfin c'est très spécifique. Et le texte en anglais, c'est vraiment des blocs de texte. Donc si on arrive comme ça dans le livre, on se dit tiens, qu'est-ce qu'il faut? Et ça manquait de schéma, donc je suis en train de faire ça. Donc ça, c'est l'avantage quand on fait de la mise en page et qu'on a un peu de liberté, c'est de pouvoir apporter ce genre d'éléments qui va faciliter le jeu ensuite. Et dans les traductions aussi, quand je traduis des jeux courts, des articles qui parlent de violence ou de discrimination, j'ajoute souvent un avertissement ou une mention aux outils de sécurité émotionnelle parce que parfois le jeu que je traduis, il a été écrit il y a plusieurs années et les auteurs n'y avaient pas pensé. Et en parlant aux auteurs, ils disent « Ah oui, tiens, j'aurais rajouté ça si je l'avais écrit maintenant et si j'avais connu ces outils-là. » Donc, quand il y a un échange comme ça avec l'auteur où il valide et il dit « Ah oui, à cette époque, je ne connaissais pas, mais maintenant, c'est vrai que ce jeu, il a besoin qu'on ajoute ce type d'outils. » C'est franchement bien de pouvoir l'ajouter dans la VF. Ouais, en fait, c'est vrai que parfois la traduction, elle a aussi une mise à jour. Si le jeu il est sorti, ça fait plus de dizaines, c'est vraiment une mise à jour et on va ajouter des choses qui l'auteur il n'avait même pas pensé. Oui, voilà, c'est ça. Et pareil aussi avec les illustrations, si je travaille, que ce soit professionnellement ou en amateur, avec une équipe qui s'entend bien et qui est assez petite, il y a souvent aussi cet échange entre l'auteur qui va modifier son texte selon les illustrations. Et du coup, ça fait évoluer le jeu aussi, en fonction des illustrations et de la mise en page. Ouais, c'est vrai que parfois, comme créateur, on voit une image et on nous dit ouais, j'ai vraiment envie d'avoir cette image dans mon jeu, donc je vais essayer d'ajouter une chose qui peut justifier que cette image, elle va être là, en fait. Et en fait, normalement, quand on va faire des images, est-ce que tu préfères plus que la description elle est plus précise ou normalement, si elle est un peu plus à l'aise, que tu peux jouer un peu plus, c'est plus confortable? Kevin, elle a mentionné que parfois elle aime bien quand on n'a pas une chose assez stricte, comme quand elle a contribué pour cette jeu un peu de Mothership. Et pour toi, en fait Quand il y a quelques contraintes, c'est vraiment bien, parce qu'on sait dans quoi on se lance. On n'est pas totalement lâché dans le vide. Mais quand c'est trop strict et qu'on doit illustrer ou mettre en page selon une consigne vraiment trop stricte, on se sent moins créatif en fait. C'est plus du travail d'exécution et c'est un peu dommage de demander ça à des illustrateurs qui, comme Fabien le disait, peuvent apporter une nouvelle scène à l'histoire en fait, peuvent imaginer une nouvelle situation ou des nouveaux personnages. Ouais. Ouais, je crois qu'ici on peut, qu'on a cette côté en fait, qui ont contribué à un jeu et qui ont été contactés pour les créateurs, je crois qu'avoir cette possibilité d'échange, c'est une chose assez intéressante, comme Fabien l'avait dit. Donc, si tu peux avoir cet échange avec les créateurs, quand tu vas contribuer, c'est meilleur. Dès le début, en fait, la première chose que Fabien elle a dit, c'est que, comme les jeux de rôle, un jeu, on partage et on joue ensemble. La création aussi, quand on partage, ça peut ajouter pas mal de choses. C'est ça, Fabien? Oui, c'est l'idée, c'est l'idée. Et puis, il y a, je pense, l'idée aussi de faire confiance. Déjà, de ne pas s'arc-bouter sur ce qu'on veut, parce que on travaille ensemble pour que ce soit le mieux possible. L'idée, c'est que si la personne, elle travaille avec toi, elle va essayer d'améliorer ce qu'elle peut améliorer. Et donc, tu lui fais confiance à son professionnalisme, à son savoir-faire et tout ça. Effectivement, sur ce que disait Angela, sur de ne pas bloquer non plus les illustrateurs en leur donnant des consignes trop précises parce que ça les bloque complètement. C'est pas dans le jeu de rôle, mais j'ai eu cette expérience il n'y a pas longtemps. Pour la première fois, j'ai co-scénarisé une bande dessinée. Et comme c'était la première fois,
pour montrer à l'autre scénariste qui lui était expérimenté que j'étais sérieux, j'avais commencé à faire un découpage. Et je lui ai envoyé pour lui dire voilà moi ce que j'aimerais faire et tout, et il me l'a renvoyé en disant mais c'est horrible ce que tu as fait, enfin c'est beaucoup de boulot, mais en fait c'est beaucoup trop précis, tu vas le tuer, effectivement il va se sentir comme un simple exécutant, ça va pas du tout, il faut lui laisser beaucoup plus de marge et tout, et ça a été une grande leçon. Bon moi il fallait que je m'affirme aussi en tant que, pour montrer que je savais un peu faire des choses, mais voilà, ça c'était une leçon. Voilà, effectivement en plus derrière l'illustrateur a fait des trucs vraiment super. Donc c'était un vrai plaisir aussi. Voilà, faut faire confiance. Les gens savent faire. Ils sont pas là pour rien. Et on travaille tous ensemble, encore une fois, pour que ce soit bien à la fin, quoi. Ouais, c'est ça. J'ai trouvé ça assez intéressant. Et pour toi, Alexis, normalement, comment se passent les échanges, en fait Alors moi, je suis ravi d'entendre ça parce que mon approche pour Piran, où j'ai commandé des nouvelles illustrations, c'était de donner un cahier des charges extrêmement lâche à l'illustratrice en la laissant être créative, et puis ça lui avait pas trop plu, il avait fallu que je précise quel personnage je voulais dans quelle case. Du coup, je suis content d'entendre que d'autres illustratrices sont plus d'accord avec une approche où elles peuvent apporter quelque chose d'elles-mêmes dans le projet. Parce que justement, ça m'intéressait pas trop de décrire exactement les illustrations, sinon je les ferais moi-même. Ouais. Si je contacte quelqu'un pour des illustrations, c'est parce que j'aime un style, j'aime une approche, et je veux justement que cette personne me donne quelque chose d'elle. Ouais, et comme on a mentionné, on de ce sujet-là était un peu motivé pour qui Evelyne, elle a dit aussi qu'elle aimait bien comme elle avait cette liberté pour créer un peu plus et donner un peu plus de son sentiment dans l'art. Normalement, est-ce que c'est pour tous les projets, c'est comme ça, plus Evelyne, ou c'est plus pour ces projets-là spécifiques? Ben, c'est certain que travailler comme ça prend plus d'attention, puis tu es plus engagé dans le projet. Donc, parfois, tu n'as pas tout le temps cette capacité mentale d'attention. Donc, il y a des projets que malheureusement, c'est mieux d'avoir de recevoir des instructions un peu plus précises pour pouvoir dire « OK, je fais ça, puis ça, je passe à autre chose ». Tandis que d'autres projets, c'est le fun d'être dans l'équipe, puis d'être intégré, puis d'échanger avec les autres. Mais ça, c'est que là, comme moi, présentement, je travaille sur 4 projets. Fait qu'il y a comme 2 projets que je suis plus dedans, mais il y a 2 autres projets que j'ai comme juste pas la capacité d'être autant engagé personnellement dans le processus. Ouais, c'est ça. Et Aetlaz, elle a mentionné dans les chats, en fait, elle a demandé, est-ce que cette nécessité d'échanger, ça peut être plus fatigant pour les projets ou en fait, ça compense parce que si on va échanger, on a plus de liberté aussi de qu'est-ce qu'on va créer. Oui, c'est certain que ça peut être un peu plus énergivore ou plus. Ça dépend ça dépend souvent de l'équipe, tout ça. C'est certain que souvent, comme moi, je sais que j'ai beaucoup d'anxiété, puis j'ai beaucoup de stress dans la vie. Fait que j'essaie tout le temps de choisir des équipes que je m'entends bien avec, puis que je les avertis que je suis très anxieuse. Puis donc, on est au courant de ces ajustements-là. Là. Donc, ouais. Ouais, en fait, et les chats, il semble qu'ils allument mon cerveau, en fait, que j'étais vraiment pensé à dire, comme on dit, de prendre confiance de soi. Comme qui cette syndrome d'imposteur, ça joue, en fait, tu as ton style, parfois tu te questionnes, et pas seulement sur l'art aussi, pour toutes les contributions. Comment ça t'impacte, en fait, ce côté de confiance ça a un plus gros impact pour moi au niveau de l'illustration que du contenu de jeu de rôle. Quand on m'a approché quelquefois pour faire de contribution de contenu de jeu de rôle, là, je me sentais plus en confiance. Je sais pas, l'illustration, vu que c'est très personnel pour moi, c'est comme mon métier, puisque je fais principalement, je peux devenir très perfectionniste, je suis très attentif aux détails, tout ça. Donc, puis,
Fait que là-dessus, des fois, je trouve ça difficile. C'est souvent ce qui me cause du stress dans les. Quand je fais des dessins de commandes, ce que je fais, j'ai l'impression que c'est pas assez bon, alors que c'est souvent très bien. Comme dernièrement, j'ai dessiné un dessin pour un projet que je trouvais moyen, puis j'étais vraiment pas certaine. Je l'ai partagé avec l'auteur pour avoir du feedback. Puis l'auteur il me dit ah, c'est super bon, j'adore ça. Là, j'étais comme oh, OK. Ouais, en fait, c'est vrai que toujours qu'on en fait. Beaucoup de fois, on est plus critique de notre travail. J'imagine que ça passe pour tout, même Alexis qui c'est avec la traduction. J'imagine qu'il aussi parfois tu relus les choses et tu te dis ah, c'est pas bon du tout. Et l'auteur parfois va bien, mais comme que tu joues avec cette confiance, ou manque de confiance en plus. Bah, le problème de la confiance en soi, c'est constant. Quand tu es obligé de contacter quelqu'un pour lui proposer, parce qu'en fait, tu as un créateur, une créatrice qui a fait un jeu, pour que j'en ai entendu parler, c'est que ça a déjà eu un petit succès. Je lui dis donne-moi ton projet, je vais en faire quelque chose, je vais essayer d'apporter quelque chose, c'est un peu prétentieux. Donc c'est toujours un peu compliqué. Après, il y a des phases, en tout cas, il y a des phases où je suis super motivé et des phases où je déprime. Donc, j'essaye de signer les contrats dans les phases où je suis très motivé. Et comme ça, quand je déprime, je suis obligé de continuer à travailler. Ouais, tu as déjà signé, donc tu as l'obligation de continuer. C'est ça. Ouais, et pour toi, Fabien, est-ce que ça joue beaucoup dans ton création, cette syndrome d'imposteur? Est-ce que tu as confiance dans ton boulot? Tu as dit que ouais, parfois tu veux bien montrer que tu peux faire, que tu as déjà beaucoup d'expérience, mais est-ce que ça joue encore? Est-ce que c'est pour moi des manques de confiance, il arrive encore? Disons que moi j'ai relativement confiance dans mes capacités, mais en même temps, comme on travaille sur du matériau artistique, au sens large, on peut toujours se planter. Il y a tellement de choses qui nous échappent, donc même si tu es confiant dans tes moyens et dans la technique que tu maîtrises à force, tu peux toujours faire un truc complètement raté. Et c'est là où c'est important d'être entouré. Moi, en fait, comme je travaille soit sur le jeu de rôle où on travaille vraiment tous ensemble, donc tu as des visions qui viennent corriger, des gens qui viennent t'encourager en disant ah, ça c'est raté, mais peut-être qu'on peut le rattraper comme ça et tout. Donc là aussi, hein, la confiance, il faut faire confiance à la vie des autres. Et il y a d'autres moments où j'écris des romans et le roman, je suis seul maître à bord. Donc si je me plante, c'est tout seul, mais en même temps, je peux prendre toutes les décisions que je veux. Mais il y a l'éditeur qui va passer derrière, et si l'éditeur me dit c'est raté, parce que ça m'est déjà arrivé, hein, j'ai écrit 50 romans, mais il y en a où je les ai écrits, l'éditeur m'a dit ça marche pas du tout. Il dit pas c'est nul, évidemment, il prend un peu des pincettes quand même si je suis solide, mais il va dire écoute, on l'a fait lire à un petit panel, ça marche pas, ça prend pas et tout. Alors dans ces cas-là, c'est très simple, hein, moi je jette et je recommence de zéro. C'est pour moi le meilleur moyen parce que souvent corriger un truc qui est raté va être beaucoup plus long et va prendre plus d'énergie. En plus, ça va te faire plus douter encore que si tu t'effaces tout et tu recommences de zéro en tenant compte de ce qu'on t'a dit, parce qu'on te dit ça marche pas peut-être pour telle et telle raison. Donc tu dis ok, je repars de zéro et ça m'est déjà arrivé de réécrire intégralement des romans. Ça m'est arrivé 2 fois où j'ai tout jeté et je suis reparti de zéro. Et là aussi, j'étais pas suffisamment sûr de moi pour me dire non, l'éditeur a tort, ils sont nuls, ils ont rien compris, je suis un génie ignoré, non. Mais par contre, effectivement, tu te dis bon ok, j'ai raté, mais j'ai quand même suffisamment de technique, et puis ils vont me guider derrière pour recommencer un truc qui normalement reproduira pas les mêmes erreurs. Ouais, et est-ce que ça t'impacte beaucoup en fait cette côté de toi créer une chose, si c'était un petit pot ton bébé et après tu as besoin de jeter Le projet, il n'est pas perdu, puisque c'est une nouvelle version du même projet. Mais en même temps, c'est pour ça que moi, j'aime bien travailler sur plein de projets en même temps. Comme ça, si ça avance pas sur un projet, ou si il y a un projet qui marche pas du tout, ou si tu t'es planté sur un projet, tu peux te rattraper à un autre qui va donner la satisfaction qui te manque sur celui-là. Et donc, c'est pour ça. Tu vois, souvent, il y a des gens qui me demandent, voilà, je veux commencer à écrire. Qu'est-ce que vous me donnez comme conseil et tout? Dans les conseils que je donne, c'est d'écrire, d'aller jusqu'au bout de son projet.
Parce que souvent, la différence entre un écrivain et une personne normale, c'est que l'écrivain, il a fini son bouquin. Parce qu'il y a tout le monde veut écrire, en fait, mais tout le monde a pensé au moins à un moment de sa vie, j'écrirais bien un bouquin sur tel truc. Il y a ceux qui ont écrit des chapitres, il y a ceux qui ont écrit la moitié. L'écrivain, c'est celui qui est allé au bout du truc et qui, à peine a-t-il eu fini son manuscrit, il en a recommencé un autre. Parce que c'est celui qui écrit plusieurs livres. L'écrivain au sens... enfin, pour moi. Donc, tu es toujours en train de créer quelque chose. Donc, si c'est raté, bah, c'est pas grave, c'est raté. Et tu peux te dire que le prochain, ce sera peut-être un truc génial ou complètement foiré. C'est le hasard. Tu peux pas tout maîtriser de toute façon. Donc, c'est pas la peine de battre sa coulpe en disant c'est affreux, je sais plus rien faire. Tu remets sur le travail, tu en recommences un autre en espérant que cette fois-ci, ça va aller et que tu as appris de ton échec précédent, quoi. Ouais, c'est vrai, ça fait du sens. Et en plus, comme tu dis, si tu as plusieurs projets, parfois, si tu te sens bloqué là, tu peux essayer de rattraper, se sentir productif de cette façon hein, dans notre projet. Angela, en fait, j'imagine que toi aussi, quand tu fais tes projets, parfois, il va avoir un peu de manque de confiance. Ou, en fait, est-ce que tu es vraiment fier de tout qui te passe? Non, c'est pas que parfois. En fait, la question de la confiance et de la légitimité, c'est très personnel, mais tout le monde la vit. Et je pense ce qui aide, en tout cas moi, ce qui m'a aidé, c'est de faire plein de projets et de continuer à en faire régulièrement. Plein de petits projets personnels ou collectifs, mais vraiment amateurs. Se dire, bon voilà, on fait ça juste comme ça pour s'amuser entre nous. Et mine de rien, faire des tout petits trucs régulièrement, ça aide à se dire, bah tiens, je peux apporter quelque chose et les autres aussi peuvent apporter. Enfin, chacun peut apporter quelque chose à n'importe quel projet en fait. Et ouais, c'est pas une question facile. Je pense que ça se travaille pendant toute sa vie dans tous les projets qu'on peut mener. Sauf pour les personnes très fières qui n'écoutent aucun conseil, mais là, c'est le problème inverse. Ouais, c'est ça. Comme Atlas, elle a dit, vraiment, cette chose, ce contexte de légitimité des questions à créer, je crois que c'est une chose qui c'est assez lourde à notre épaule. Ouais, Evelyne Au début, il y a quelques années, j'ai raté des beaux projets à cause de ça. Il y avait le livre Vein of the Earth, qui était comme une exploration souterraine, qui était vraiment une belle édition. Au début, on m'avait approché pour être une des illustratrices, puis j'avais refusé parce que je me sentais pas assez apte pour être dans l'équipe. Puis plus tard, il y avait eu aussi un autre projet qui était pour Silent Titan, je pense, un des livres de Troika, qui est aussi une très belle édition. Là aussi, je m'étais désisté parce que j'avais tellement d'anxiété à cette époque-là. C'était trop difficile pour moi de me commettre à un projet. Puis, j'avais trop peur d'avoir une crise d'anxiété pendant le cours du projet, puis de ne pas être capable de fournir le matériel. Donc, je préférais pas m'engager à cette époque-là. Fait que j'ai manqué des belles occasions comme ça, malheureusement. Ah ouais, j'imagine que ça, c'est une chose qui va jouer. Les projets arrivent à un moment qui n'est pas assez bien, comme Alexis il a dit. Il essaie de signer les contrats le moment qu'il est bien, parce que s'il arrive, après qu'il a signé, il est déjà dedans. J'imagine que ça joue pas. Ça joue pour tout. Ouais. Même si on a déjà passé un accord, parfois, pas au dernier mémoire, mais en cours de route, on peut se désister. Donc c'est un peu dommage quand on y repense quelques années après, mais bon, c'est arrivé, ça arrivera peut-être plus. Il faut faire en sorte de continuer à bosser sa confiance, en fait, tout le temps. Ouais, c'est ça. Alexis, tu veux dire quelque chose? Ouais, la différence, c'est que moi, je fais de la traduction ou éventuellement de la mise en page à la fin, mais c'est assez mécanique, c'est pas un boulot créatif. S'il s'agissait d'écrire quelque chose ou d'illustrer, je pense que ça serait compliqué comme technique. Parce que si tu es en phase d'anxiété, même si tu as signé le contrat, c'est pas forcément possible Ouais, c'est vrai. Contenu. C'est vrai qui sont un peu plus simple quand on a une chose qui ont déjà, même qui ont une procédure pour faire des choses créatives, c'est beaucoup plus à l'aise qu'une chose plus procédurale comme la traduction en fait.
j'imagine que déjà la mise en page, c'est déjà un peu créative à ces contextes-là, dans les jeux de rôle, en fait. En plus, si on regarde, on a pas mal des jeux de rôle qui, la mise en page, comme par exemple Morborg, la mise en page, c'est complètement différent de ce qui est... C'est une chose assez créative. Mais ouais, en plus, normalement, quand on va contribuer à des jeux des autres, une question qui aussi, on peut se poser, c'est comment on va être crédité, même si on fait ça dans un contexte amateur, complètement amateur, comme normalement, vous faites cette approche pour être crédité pour les illustrations que vous faites, ou la mise en page, ou même si on va faire un hack en traduction vraiment amateur, Angela, normalement, comme qui vous encarre cette situation, en fait, d'être crédité à la fin du projet? Sur la question du crédit, comment le nom qu'on se choisit, si on ouais, les noms, mais aussi comme qui, à la fin, en fait, comme qui on va avoir cette idée de qui on a ajouté quelque chose en plus, et donc ça va être dans la ligne, tout ou pas? J'ai pas très bien compris. Mais si c'est par rapport au nom ou au pseudo qu'on se choisit, en fait, moi, j'alterne. Je sais pas trop pourquoi, mais des fois, sur la plupart des livres imprimés, je mets mon vrai nom. Et sur les productions de jeux de rôle qui sont numériques, je mets mon pseudonyme. Il n'y a pas vraiment de raison. C'est comme je le sens, en fait. Des fois, j'ai pas envie de mettre mon nom. Et des fois, si c'est pas moi qui fait la mise en page, je mets pas mon nom parce qu'il sera mal écrit. Ouais, ok, ça fait du sens. Fabien, oui, ça dépend. Fabien, c'est toujours Fabien Cavell, aussi comme dans Wikipédia ou... Oui, moi j'ai toujours écrit sous mon nom parce que j'aime bien le côté où voilà, tu écris sous ton nom, tu peux pas te cacher derrière un pseudonyme et tout, donc tu es obligé d'assumer tout ce que tu fais. Et je trouvais que ça t'évitait de faire n'importe quoi. C'est une espèce de garde-fou aussi. Voilà, t'es obligé. En plus, moi j'étais enseignant, donc les élèves pouvaient retrouver mes bouquins et me les mettre sous le nez en me disant alors, voilà, il y a un côté où tu assumes tout, tu te caches pas, et en même temps j'aime beaucoup le jeu sur le pseudonyme. Voilà, j'ai écrit un roman entier sous pseudonyme où là j'ai pu me lâcher et c'était assez rigolo à faire. Mais en général, je mets toujours mon nom. Je pense que c'est un peu par orgueil, quoi. C'est-à-dire quand effectivement tu lis ton nom sur une couverture, pour moi c'est toujours la fête. Je suis vraiment heureux, j'ai une impression d'accomplissement. Tu vois, même si c'est le 50e roman, je suis toujours content. Tu vois, je le reçois, je vois mon nom, je fais ah cool et tout. Ou alors oh il est en petit, ça va pas du tout. Mais c'est chouette. Moi ça fait plaisir. C'est vraiment agréable, quoi, comme sensation. Et toi, Alexis, c'est aussi à peu près la même idée, c'est de mettre ton nom complet, tout. Ouais, j'essaye de séparer Electric God de moi. Donc quand j'écris quelque chose en mon nom, je le signe en mon nom. Après, j'aimerais que l'entreprise ait une identité à part. Donc j'ai aussi un compte Itch sur lequel je publie des vidéos que je vais pas auto-éditer j'ai séparé les deux. D'ailleurs, j'avais un peu hésité à participer en mon nom à la table ronde parce que j'ai pas spécialement envie qu'on associe quand on associe mon nom à moi à ce que publie Electric. Ah ouais, j'imagine. Et pour toi, Evelyne, normalement, quand tu crédites, c'est avec le nom complet ou tout... Ouais, c'est sûr que pour moi, ça a été assez spécial parce que j'ai commencé à faire la création de jeux de rôle avant ma transition. Donc, j'utilisais mon nom devant la transition. Et puis, donc, j'ai dû rééditer toutes mes zines que j'ai faites à cette époque-là pour changer mon nom après ma transition. Et puis, vu que je me suis désisté de gros projets publiés, au moins j'ai eu la chance de ne pas avoir à gérer que mon ancien nom soit dans des projets imprimés à plus gros tirage. Donc, à cette époque-là, j'avais participé aussi à des zines d'autres personnes. Donc, il a fallu que je contacte les auteurs, leur demander « Salut, est-ce que tu pourrais modifier mon nom dans les crédits? » Et puis, ça a été un processus un peu long. Là. Des fois, il y a des gens qui n'avaient pas le temps, tout ça, mais tout le monde était content, puis tout le monde
fait la correction. Donc, ça a été un étape. Mais ça, j'étais tellement contente de ne pas avoir eu une trop grande exposition à cette époque-là. Parce que, tu sais, aujourd'hui, je connais des auteurs trans, des autrices trans qui ont comme toute leur page Wikipédia avec leur ancienne photo, leur ancien nom, puis tout ça, ça peut être vraiment pénible et lourd parfois. Puis donc, mais maintenant, j'utilise ça mon nom que je suis tellement fier d'avoir. Puis, Ouais, et donc, comme vous avez mentionné des gros projets, en fait, est-ce qu'il y a vraiment un projet qui t'a contribué, en fait, un jour qui a des autres personnes qui t'a contribué, qui t'a vraiment fier? Est-ce qu'il y a une qui c'est le plus, ou même pas seulement qu'il est fier, ou qu'il est plus, peut-être qu'il te touche plus, je sais pas. Désolé pour le soleil, c'est vraiment ça. J'attends fermer mais pour le Sensitivity Reading, je suis vraiment contente de participer pour le prochain Mothership. J'ai trouvé que humblement, j'ai trouvé que le projet était meilleur après les modifications qu'on a faites, surtout au niveau de la représentation. Puis pour moi, la représentation, c'est très important. Fait que j'étais vraiment contente de ça. J'ai eu l'impression que c'était vraiment chouette. Sinon, au niveau des illustrations, vite comme ça, il n'y a rien de spécifique qui me vient en tête, là, mais j'étais souvent contente quand je peux avoir un peu l'esthétique du jeu, comme il y a le jeu de D-Sanctions, comme un jeu d'enquête à l'époque des Tudors. Puis j'ai fait la couverture, pas la couverture de certains modules, pas celle principale du jeu, mais beaucoup de dessins à l'intérieur. Fait que quand j'ouvre le jeu, j'aime ça parce que j'ai mon esthétique qui est qui recouvre tout le jeu. Fait que c'est chouette. Je suis content. C'est des beaux projets dans ce temps-là. Ouais, et toi, Alexis, est-ce qu'il y a un projet spécifique qui te est particulièrement fier? Bon, je suis fier de tous les projets que j'ai réussi à finir. Après, j'aimerais avoir plus de capacité de travail pour avancer sur les projets en cours. Bon, il y a quand même un projet, mais c'est pas une collaboration. Il y a un projet sur lequel je suis fier, c'est parce que de temps en temps, des gens me contactent pour me dire qu'ils auraient aimé que j'ai publié en mon nom, et ça fait toujours plaisir. Ah ouais, ça c'est vrai. C'est de toute façon, comme tu dis, c'est pas une contribution, mais c'est toujours cool toujours quand on sait que quelqu'un a joué notre jeu, ça nous fait assez bien en fait, je trouve particulièrement. Et toi, Fabien, tu as un projet spécifique qui t'a contribué, que ça te fait plus fier? Donc, Bah, moi, voilà, j'ai dit que les héritiers, c'était vraiment un rapport très personnel. C'est vraiment le jeu dont je suis vraiment très content qu'on ait pu le faire exister, parce que c'était pas gagné. Du coup, voilà, maintenant qu'on a le livre de base et tout, qu'il y a des gens qui jouent au jeu et qui sont contents d'y jouer, enfin, c'est vraiment assez extraordinaire comme sensation, quoi. Donc, je suis vraiment très, très heureux qu'on ait pu mener ça à bout. Et puis, voilà, même d'un point de vue personnel, je pense, pour toutes les personnes concernées, ça nous a aidé vraiment à faire notre deuil. C'est-à-dire, on a donné du sens à cette période difficile en se disant, bah voilà, on a un but précis. En plus, le jeu s'appelle Les Héritiers, alors qu'on se retrouvait les héritiers d'Isabelle et tout, donc c'était un peu chargé. Mais voilà, c'était vraiment un honneur, un plaisir et une aide, un soutien, quoi, de travailler là-dessus. Donc Les Héritiers, effectivement, est complètement à part par rapport à tout le reste de ce que j'ai pu faire. ouais, c'est vrai qu'on aura une chose assez personnelle comme ça, c'est des choses qui normalement, quand on arrive à finir, on arrive au bout, on va dire, c'est vraiment, on est fier de ce qu'on va faire. Et pour toi, Angela, est-ce qu'il y a un projet spécifique Ouais, je pense que c'est. Je l'ai, je crois, la version d'impression. Enfin, le test, c'est ça. Un jeu qui est très peu connu, mais que je suis vraiment contente d'avoir traduit et mis en page. Et j'avais fait aussi des illustrations pour les cartes. C'est vraiment, même si le jeu n'est pas connu, je suis contente qu'il existe en français. Comme beaucoup d'autres jeux, en fait, je suis contente d'avoir participé soit à la traduction, soit à la mise en page.
Donc il y a celui-là qui est un jeu de groupe, et sinon tous les jeux solo en fait que j'ai traduits, je suis trop contente que ça amène des personnes à venir tester du jeu en solitaire en fait. Mais c'est surtout aussi, il y a des fanzines en anglais, donc ça c'est en anglais, j'ai pas fait la mise en page, j'ai fait la couve et des illus antérieurs. Même les fanzines, c'est peut-être ce qui me rend le plus fier en fait, parce que c'est souvent un peu plus personnel et c'est des choses que j'ai envoyées alors que je considérais pas forcément ça fini, et ça m'apporte de la confiance en fait parce que les autres disent que c'est quand même pas mal, ça n'a pas besoin d'être absolument parfait. Et du coup, je crois que je préfère les petits projets. Je suis plus fière des petits projets que des gros trucs publiés et imprimés. Ouais, ça peut être. Je connais pas mal de gens qui sont comme ça. Ils avons fait 50 projets de petits, mais si tu demandes de faire un gros projet, c'est pas là qu'ils sont le plus à l'aise. Ouais. Et en fait, ça a été assez intéressant que tu as mentionné les jeux seuls, qui en fait c'est une chose qui a commencé à reprise de plus maintenant, je trouve. Et donc tu as fait des traductions avec beaucoup de jeux seuls pour les Pas mal de petits jeux, ouais. J'ai traduit des scénarios de Quill, donc un jeu d'écriture. Je saurais même pas dire en fait quel jeu. Faudrait que je retourne sur ma page pour aller voir, mais c'est beaucoup de jeux en une ou quelques pages en fait, des micro-jeux qui peuvent se jouer en quelques minutes ou 30 minutes. Et ouais, ça a contribué à ce que des francophones s'y intéressent, parce qu'il y a déjà des communautés anglophones ou même en fait au Brésil, je crois qu'il y en a pas mal aussi, et dans d'autres pays. Mais en France, c'était pas encore très connu. Donc, c'est peut-être ça qui me rend le plus fière. Ouais, je crois que cette chose de aussi ramener en version française, ça c'est une chose assez intéressante et qui c'est un contexte assez important dans les côtés des contributions pour les jeux des autres en fait. Qui une façon qui on a pas mal, c'est ouais, on a beaucoup de jeux, la majorité des jeux aujourd'hui c'est encore en anglais, mais cette côté de les ramener en version française qui beaucoup plus de gens pour aussi participer en fait faire utilisation, c'est intéressant. Alexis, je crois que ça joue beaucoup pour toi aussi, cette fierté de faire une chose pour mettre l'opportunité des gens utiliser en français, non? Oui, après, le problème du français, c'est que le marché est limité, donc c'est difficile d'être viable. Il y a pas mal de gens qui maintenant font de la publication directement en anglais et en français. Après, c'est vrai que pour rendre accessible, notamment aux enfants qui n'ont pas forcément parlé anglais, c'est pas mal. Donc comme j'aime bien fournir les jeux que j'édite à des bibliothèques, c'est mieux en français, évidemment. Ça touche un plus large public. Ouais, c'est vrai que le marché est limité. Mais de toute façon, il y a encore pas mal de gens qui comme tu dis, ne connaissent pas forcément l'anglais, donc c'est assez intéressant. Est-ce que vous avez aussi participé en fait, quand on va dire de marché limité en français, est-ce que vous pensez déjà quand vous partagez d'un projet de cette côté de aussi contribuer à une chose pour les anglais, ou en fait c'est vraiment on pense premièrement donc marché francophone. Evelyne, je ne sais pas si tu es bootée ou pas. Ah ouais. C'est quoi ta question? En fait, vous partagez plus de les projets francophones. En fait, vous pensez à participer, en fait, à contribuer avec les projets anglophones en première. Oui, moi je suis vraiment plus présente sur la scène anglophone. J'ai commencé avec dans le milieu old school, OSR, puis c'était beaucoup anglophone. Donc presque tous mes contacts, mes connaissances sont dans le milieu anglophone. Le soleil est vert. Puis
ça. Fait que non, c'est ça, comme le zine que j'ai fait, on l'a créé en anglais aussi. J'ai pas beaucoup de présence sur la scène francophone. J'ai pas participé en tant qu'illustratrice à des jeux en français non plus. Donc, c'est ça, je trouve ça un peu dommage parce que ça fait que je suis tout le temps en train de créer en anglais. Puis, donc, c'est ça. Mais j'aimerais ça un jour avoir l'occasion de participer avec un jeu francophone. Ça ferait du bien. Ouais, pour Alexis, j'imagine qu'en fait, ton contribution, c'est beaucoup pour les scènes francophones aussi, non? Moi, je n'ai pas entendu ce que tu as dit. En fait, pour toi, j'imagine que beaucoup de ton contribution, c'est vers la scène francophone, comme tu fais des traductions. Ouais. Après, j'ai un peu le projet de maintenant faire ça un petit peu dans le sens aussi et de toucher le marché anglophone, notamment avec pour l'instant le seul jeu original qui n'est pas une traduction que j'ai édité, donc qui est Non Merci, avec peut-être des contributions, notamment d'Angela sur un supplément. Il faut qu'on en reparle. Ouais, en fait, est-ce que tu as aussi fait L'avantage, Pardon? Parce que publier aussi en anglais, ça permet potentiellement de payer les gens correctement pour leur contribution. Ouais, c'est vrai. C'est un marché plus grand. Hein. Et pour toi, Fabien, déjà, quand tu commences le projet, tu penses aussi à aller partir vers l'anglophone ou c'est vraiment avec le marché francophone? En matière de jeux de rôle, je connais pas bien le marché, je dois t'avouer, mais je crois qu'on traduit pas beaucoup. Je crois que les films, ça avait été traduit en espagnol, il me semble, à un moment, mais c'est pas non plus. Les Héritiers, c'est trop jeune pour avoir suscité des traductions. Par contre, en termes de romans, en fait, faut savoir que les anglo-saxons, ils traduisent quasiment jamais des romans en anglais, quoi. Ils ont leur propre production et tout. Après, tu peux viser des traductions plus européennes. Mais moi, ça m'était pas arrivé avant que je fasse des livres dont vous êtes le héros, en fait. Donc, j'ai travaillé pour des livres comme ça, et là, j'ai eu plein de traductions d'un coup. Mais c'est un cas à part. Ouais, je vois, j'imagine. Et Angela, en fait, tu étais à dire que tu as fait déjà des dessins pour les marchés anglophones, mais en fait, pour les francophones, tu es bien fier de toutes les choses qui t'ont apporté, en fait. Pour les anglophones, je suis vraiment dans le milieu indé, donc c'est des petits fanzines ou des petits jeux très courts. Et au niveau francophone, c'est aussi indé, c'est auprès d'éditeurs associatifs. Ouais, en fait, je crois que beaucoup quand on a des participations comme ça, on fait, c'est beaucoup dans les marchés indiens, en fait, qui ont aussi des SRD et tout, et qui ont avoir plus d'espace pour faire des contributions. Ouais, mais du coup, le fait de pouvoir traduire des tout petits jeux, ça permet aussi de faire connaître certains créateurs qui parlent pas français ou qui sont en train d'apprendre parfois. Donc c'est pas mal de faire ce lien entre le public français qui peut chercher ce type de jeu mais qui ne le trouve pas et les auteurs anglais qui sont toujours contents de voir des traductions en fait. Ouais, en fait, je suis pas particulièrement familiarisé avec le marché indie en français, et donc pour moi, le marché indie, en fait, c'est une chose qui me passionne beaucoup. Et donc, j'aime bien cette idée avec les traductions, pour les créateurs indie, vraiment, c'est une chose complètement. On va être complètement fiers, on va avoir aussi une petite population en plus qui peut prendre les jeux, en fait. J'imagine qui sont juste une question. Je sais pas si on voit encore bien parce que là il fait de plus en plus nuit. Ouais. Donc, est-ce que ça va sur la vidéo ou j'ai disparu de l'écran? Ça va. Tu es encore proche de l'écran. Ouais, dans 2 minutes il va faire trop nuit. Lumière. On m'a jeté une malédiction. Ouais, en plus, maintenant, comme la nuit arrive, vraiment, on commence à être dans les dernières 10 minutes à peu près. Donc, je veux
maintenant, là, c'est un peu plus ouverte, les sujets. Donc, si vous avez quelque chose que vous voulez partager, des projets qui vous sont contribués maintenant, ou des projets qui est en cours d'être fait, c'est ça, c'est un moment, ou même aussi votre idée en général pour l'idée de partager. Donc, c'est vraiment un moment un peu plus ouvert de vous de parler. Je vais commencer avec Evelyne. C'est aussi les notes finales à peu près. OK. Ben, ce que je trouve qui peut être vraiment chouette avec contribuer aux jeux des autres, c'est de contribuer aux jeux, aux petits jeux, aux jeux qui sont souvent publiés sous format zine, qui sont très indépendants. Ces jeux-là, souvent, n'ont pas de soutien, n'ont pas comme l'auteur ou l'autrice publie le jeu, puis pendant peut-être 2-3 semaines, les gens en parlent et en discutent, après ça devient un peu oublié. Fait que je trouve que s'il y a des gens qui se sentent capables de comme, créer des scénarios pour ces jeux-là, ou des suppléments, ou faire des revues, des critiques, ou même faire un hack de ce jeu-là, ça garde ces jeux-là vivants sur la scène jeu de rôle, puis ça rajoute. Puis je trouve que c'est important de soutenir aussi ces petits jeux-là en essayant de contribuer à ces jeux-là, tout en respectant l'auteur, l'autrice, puis leur travail. Mais c'est quelque chose que j'essaie de faire. J'ai vraiment envie d'essayer de créer des scénarios et des choses pour des petits jeux aussi comme ça, pas seulement pour des jeux populaires que les gens ont envie. Puis c'est comme ça qu'un jeu comme Mothership, qui est comme sorti, qui a comme commencé comme un petit zine, est devenu comme grand, plus populaire, c'est parce que tout le monde s'est mis à faire des scénarios puis à soutenir le jeu, pas seulement les auteurs. Ouais, c'est vrai. Alexis, ton... Alors moi, le projet en cours, ça rejoint un petit peu la question des zines, parce que donc, j'ai publié récemment la traduction de Mouse Ritter, qui a une énorme communauté anglophone qui publie énormément de zines, de suppléments. Et donc, le projet en cours, c'est d'essayer d'aller piocher dedans une sélection. Je ne peux pas tout traduire aussi les productions des fans. En fait. Donc, la prochaine publication, ça sera le recueil annuel d'usine Bernpile, puis peut-être d'autres choses après, pour vraiment donner un accès pas seulement au jeu officiel, mais au contenu qui tourne autour, fait par les fans. Ouais, c'est ça, c'est qu'énormément, c'est cool, je crois, d'avoir cet espace pour montrer plus de travail de petits créateurs. Fabien Oui, moi en jeu de rôle c'est un peu toujours la même chose, en roman aussi. En fait maintenant j'ai une grande passion aussi pour les jeux de société, les jeux de plateau. Et du coup j'ai plusieurs projets en rapport avec ça. Ce sera ma troisième carrière qui se lance. Et voilà, notamment on travaille sur un jeu de plateau Néphilim avec justement Florent Cotela et puis un troisième larron. Voilà, c'est adapter vraiment le jeu de rôle, cette fois-ci en jeu de plateau. Il y a un petit défi assez intéressant à relever. Et on espère, je crois qu'il y aura un financement participatif en mars, me semble-t-il. Donc là, voilà, on travaille pas mal dessus à 3 et c'est assez chouette aussi à faire. Ouais. Et pour toi, Angela, projet en cours, aussi quelques idées, si tu as quelques idées à partager aussi pour les contributions en général. Des projets en cours, j'en ai plein. plein. Donc il y a des projets officiels du type mise en page, là c'est Epilion qui est parti à l'impression. C'est un jeu PBTA de dragons. Où on joue des dragons. On joue les dragons et on évolue dans un univers entouré de dragons et d'animaux. Du coup, comme je l'ai dit, il y a le jeu aussi compétitif qui va sortir sur Tipeee dans un mois, que je suis encore en train de tester et d'illustrer. J'ai aussi pas mal de choses de prévues. Et là, plein de petits trucs aussi. Là, rien qu'hier, j'ai contacté des autrices anglophones pour traduire leurs petits jeux parce que j'ai suivi la présentation sur le Solarpunk dans la Cyberconv. Et je me suis dit, il en manque en français. Du coup, je me suis dit, allez, je vais aider, je vais en traduire quelques-uns. En plus, ça a l'air trop cool. Donc là, j'ai eu l'autorisation de traduire... je sais plus le nom complet, c'est NMM. C'est Musician Mutation. Des Wii U, Comment?
Des EU, c'est un artiste brésilien en fait. Oui, Wendy. Oui. Ouais. Voilà, elle m'a répondu quasiment directement. Et du coup, là, je suis partie pour sélectionner et traduire des mini-jeux de Solarpunk et les tester ensuite. Donc, ouais, plein de projets. Et si, je veux finir aussi en conseillant à tout le monde, donc qui regardent ou qui regarderont plus tard, de produire s'ils ont envie de faire quelque chose et de partager sur les réseaux, sur Discord, sur où ils veulent. Et ils finiront forcément par trouver une communauté ou au moins quelques personnes qui aiment ce qu'ils font et qui peuvent leur faire des retours. Vraiment, si ils veulent faire des petits projets, ils trouveront toujours des gens pour les aider ou pour les conseiller. Donc, faut pas hésiter. Ouais, c'est vrai qu'une chose qui ont beaucoup parlé aujourd'hui, c'est que n'importe combien de projets qu'on a lancés, on va toujours avoir des fois qu'on va rater, on va toujours avoir aussi même des choses qui ont quoi qui c'est pas bien, mais en fait sont bien. Et les plus importants, je crois que c'est d'essayer de contribuer, d'essayer de créer. Et aussi une façon de commencer à essayer de créer, c'est de faire cette contribution en fait. Comme on fait en partie d'un gros morceau, on va avoir beaucoup d'espace. Je crois que pour moi, c'est ça. Si vous avez quelque chose en plus, n'hésitez pas. Sinon, pour moi, c'est bon. Je crois qu'on a pas mal discuté. J'ai bien aimé les contributions de tous vous. J'espère que vous avez aussi bien profité, que vous avez bien aimé et que vous vous sentiez à l'aise en fait. Donc, merci à tous. Merci à toi. Merci. Merci. Et ouais, c'est bon.